Bonjour, bienvenue dans la mire du Québec, alors spécial accord de Paris. Alors j'ai pensé que le décor était tout à fait approprié de parler de ça. Simplement pour vous dire que depuis 5 ans, à partir du moment où l'accord a été voté justement à Paris, qui est un accord non contraignant et avec des cibles assez peu ambitieuses. Et depuis même, ces cibles-là sont loin d'être respectées, malgré le ralliement à la dernière minute de la Chine et des États-Unis de Barack Obama, qui avait forcé le monde entier à réduire leurs cibles pour pouvoir convaincre son Congrès à majorité républicain. Même à ça, c'était considéré comme beaucoup trop faible par rapport à la menace anticipée. Et on l'a vu, 2019 a été l'année des feux en Australie, en Californie, au Brésil. Depuis, même les États-Unis se sont retirés. Alors, qu'adviendra-t-il de cet accord-là? Est-ce qu'il est suffisant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, reprenons les grandes lignes de l'accord de Paris. Donc, l'accord de Paris est le premier accord universel sur le climat. Il fait suite aux négociations qui se sont tenues lors de la conférence de Paris 2015. Ça fait déjà 5 ans sur les changements climatiques, ce qu'on a appelé la COP 21. Donc, 197 pays l'ont signé. En 2019, les États-Unis se sont retirés, on s'en souviendra, de façon fracassante lorsque Donald Trump en a fait l'annonce. Bon, quels sont les principaux pollueurs de la planète actuellement? On a la Chine avec 28 % des émissions, les États-Unis avec 15 %, l'Union européenne avec 10 %, l'Inde 7 %, la Russie 5 %, le Japon 3,5 %, le Canada 1,7 %. Bon. L'accord prévoit de contenir d'ici 2100 le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 degrés Celsius, avec, si possible, le limiter à 1,5. Donc, et pourquoi on a demandé ça? Entre autres, il y a 44 pays les plus exposés au changement climatique qui émettent le moins de gaz à effet de serre, qui sont susceptibles d'être inondés et qui émettent seulement 0,0001 % des émissions globales. On fait pression sur l'accord pour qu'il soit ainsi. Ils ont dit que les 55 milliards de tonnes à laquelle devaient être ramenées en 2030, ce n'était pas suffisant, il fallait ramener ça à 40 milliards de tonnes. Également, on a fixé un plancher pour de l'aide à ces pays-là à 100 milliards de dollars par année, puis qui va être revu en 2025. Là-dessus, je n'ai pas obtenu de chiffres, mais je doute que ce soit le cas actuellement. Il ne faut pas oublier que l'accord n'est que partiellement contraignant. Ce n'est pas juridiquement contraignant, disons plus politiquement contraignant que d'autres choses. Donc, si les pays ne respectent pas l'accord, il n'y a pas de sanctions, pas de quoi que ce soit. Les gros émetteurs de CO2, les États-Unis, l'Inde, la Chine, le Brésil, le Canada et la Russie, qui représentent 50 % et plus des gaz à effet de serre, sont censés réduire par eux-mêmes leur pollution carbone, sans aucun mécanisme de mesure efficace soit mis en place. Selon M. Sylvestre Huet, l'objectif de poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 semble invraisemblable, puisque la planète a déjà atteint 1 degré au-dessus des niveaux pré-industriels. Puis pour des raisons techniques, même si on arrêtait les émissions, ils vont continuer à grimper à 0,6. Bon, puis j'ajouterais aussi, il ne faut pas oublier que, par exemple, dans le Grand Nord, dans le pergélisol, le sol qui est constamment glacé, il y a beaucoup de méthane. Le méthane est un gaz hautement 100 fois plus efficace pour les effets de serre, qui risque d'être relâché dans l'atmosphère. Bon, l'accord commence réellement en 2020, puis chaque pays a un objectif pour 2030. Mais, selon un article paru en 2017 par la revue Nature Climate Change, évalue à 5 % la probabilité de limiter le changement climatique à 2 % 2100 ou de 1 %
de chances de réussite pour le 1,5. On prévoit plutôt entre au plus à 4,9 avec une valeur médiane de 3,5 degrés. Bon, c'est beaucoup de chiffres, mais tout ça pour dire que finalement, on ne l'atteindra pas. Surtout pas avec les objectifs de l'accord de Paris. Il faut aller beaucoup plus loin. Bon, un bref bilan de l'accord de la COP 25. Ça, c'est la dernière qui a eu lieu à Madrid en décembre 2019 pour les 196 pays. Donc, les émissions, on devrait atteindre la neutralité carbone en 2050 pour toutes les émissions. Neutralité carbone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on en retire autant ou on en capture autant qu'on en émet. Bon. Mais il ne faut pas oublier que 2019 a été parmi les 3 années les plus chaudes depuis 1850, puis ça a été la décennie la plus chaude. Si on en est dans les bilans, là, déjà, par exemple pour la France, la neutralité carbone de 2050, mais on a déjà manqué la première marche, c'est-à-dire qu'on aurait dû baisser de 1,9% cette année, les émissions, alors qu'on l'a fait avec seulement 1,1. Puis la France fait partie des bons élèves. L'accord a été signé à Paris, souvenez-vous. Donc, si on regarde dans l'ensemble des pays, c'est un peu toujours la même chose. À l'heure actuelle, si le monde s'alignait sur le plan climatique canadien, le réchauffement global atteindrait de 3 à 4 %. Ça, c'est en respectant l'accord. L'accord de Paris mise sur une limitation, encore une fois, de 1,5 à 2 et non pas à 3 ou 4 %. Ottawa a fixé un objectif de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, soit un recul de 30 % par rapport à 2005. Dans les documents officiels déposés aux Nations Unies, ça c'est ce qu'ils ont dit, le fédéral reconnaissait plus tôt cette année que la cible pour 2030 serait difficile à atteindre, notamment en raison de la croissance du secteur pétrolier et gazier. On se souviendra que notre ami Justin Trudeau a à la fois promis de respecter l'accord de Paris, mais en même temps autorisé la construction de nouveaux pipelines avec de l'argent public. Ainsi, dans 10 ans, les émissions canadiennes annuelles qui atteignent aujourd'hui environ 700 millions de tonnes pourraient s'élever à 583 millions de tonnes, alors que le gouvernement devrait les ramener à 517 tonnes pour respecter sa cible. Conséquence dans le monde entier, la perte des glaciers qui sont une source d'eau potable pour le nombre d'habitants, la perte des coraux qui a un impact sur la vie marine dont beaucoup de gens dépendent pour se nourrir via la pêche notamment. Montée des eaux. Déjà en Floride, il n'est pas rare de voir des inondations, même en période de beau temps. Déjà, les propriétés dans les zones moins à risque prennent de la valeur et chassent les anciens propriétaires. Ça, c'est un autre problème. Perte du couvert glacier, donc perte d'habitat rend la chasse de subsistance de plus en plus difficile dans les régions nordiques. Face à tout cela, il est évident que les dirigeants politiques et économiques n'ont pas le courage de faire face à la crise. Nous devons demander des engagements contraignants à nos gouvernements par des actions politiques et citoyennes, des marches, des grèves. L'heure n'est plus à la discussion, l'heure n'est plus au constat, l'heure est à l'action. Je vous remercie.